nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Crime vous propose ce soir une émission spéciale consacrée à l'affaire Grégory. Ce petit garçon de 4 ans, retrouvé mort dans les eaux froides de la Vologne en 1984. Plus de 30 ans après les faits, cette histoire tragique garde toujours sa part de mystère. Il aura fallu des années d'enquête pour aboutir en juin 2017 à de nouvelles interpellations. Aujourd'hui, ce terrible drame familial se retrouve donc de nouveau sous le feu des projecteurs. Ce soir, nous vous proposons de découvrir tous les nouveaux rebondissements de cette affaire qui a ému la France entière. Crime spécial Affaire Grégory, c'est tout de suite. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir la bouleversante histoire de Grégory Villemain. Un enfant de 4 ans, retrouvé pieds et mains liés dans une rivière vosgienne en 1984. Un crime odieux qui a ému toute la population. Tout le monde va vouloir savoir qui a volé cette innocence, qui a brisé ce destin, cet enfant, quoi. Un feuilleton judiciaire hors norme, depuis plus de 30 ans, qui met en avant de multiples suspects et d'incroyables retournements de situation. L'information se répand dans toutes les rédactions, enfin dans la France entière, évidemment, et dans toutes les rédactions. C'est quand même une affaire considérable qui a ému l'opinion publique, que toute la France connaît, donc évidemment, coup de théâtre dingue. L'histoire tragique d'un enfant innocent sacrifié par les siens. Une famille empoisonnée par la jalousie qui alimente sa rancœur à coups de messages, de haine et de sinistres lettres anonymes. Je me suis vengé, j'ai pris ton fils, c'est pas ton fric qui te rendra ton enfant, pauvre con, voilà ma vengeance, enfin un message absolument ordurier. Pendant plus de 3 décennies, gendarmes et policiers n'ont jamais baissé les bras. Et aujourd'hui encore, ils continuent de mener leur quête à la recherche de la vérité. Un puzzle familial sordide qui, en 2017, ressurgit de façon spectaculaire avec une nouvelle piste et de nouveaux suspects. À travers des témoignages inédits, nous reviendrons sur ces nouvelles accusations. Il n'est pas capable de tuer un enfant. Il est bien trop fou ça. Il n'est pas assez courageux pour tuer un enfant, ça c'est pas vrai. C'est pas lui. Entre bavures judiciaires, secrets de famille inavouables et révélations inédites, l'affaire Grégory est la genèse d'une série de drames qui suscitent encore et toujours la passion des foules et des médias. C'est une machine à broyer en fait, cette affaire. Il y a la mort de Grégory, la mort de Bernard Laroche, et là, le 11 juillet 2017, on apprend le suicide du juge Lambert. Ce soir, Crime revient sur l'une des plus grandes énigmes judiciaires du XXe siècle. Un drame sans précédent qui a fait trembler les Vosges et la France entière. Nous sommes au cœur de la vallée de la Vologne, une région agricole située au pied des Vosges, dans l'est de la France. La vallée de la Vologne, c'est une succession de petits villages qui ne sont pas désertés. C'est plutôt une région verte, très jolie quand il y a du soleil. Forte de ses nombreux cours d'eau, la vallée a développé une importante économie industrielle, notamment textile, florissante dans les années 1930. Mais depuis, la crise est passée par là. On sent qu'il y a effectivement dans cette région une baisse de l'activité économique parce qu'il y a beaucoup
d'usines, des anciens tissages qui s'étaient installés là au début du XXe siècle, qui ont fermé. Mais cette terre industrielle est surtout tristement célèbre pour avoir été le théâtre de l'une des plus mystérieuses affaires judiciaires françaises, l'affaire Grégory. Elle est intimement liée à l'affaire Grégory. C'est le décor de l'affaire. Elle est connue quasiment uniquement pour ça à travers la France. Car c'est ici que le petit Grégory, 4 ans, a été retrouvé pieds et poings liés dans une rivière en 1984. Une affaire non élucidée que l'on pensait enterrée. Mais suite à un incroyable coup de théâtre, elle va soudainement refaire surface ce 14 juin 2017. L'affaire Grégory, à nouveau dans l'actualité ce soir. Plus de 32 ans après le meurtre du petit garçon dans les Vosges, 5 personnes ont été interpellées. Il s'agit de plusieurs membres de la famille. Parmi elles, Jacqueline et Marcel Jacob, le grand-oncle et la grande-tante de Grégory, âgés de 73 et 72 ans. Des arrestations totalement inédites, car ils n'avaient jamais été inquiétés auparavant. C'est des personnes qui avaient déjà été entendues dans le dossier, mais qui n'étaient pas du tout des premiers couteaux. Ils ne sont quasiment jamais apparus dans la procédure, ou très très peu. Ils n'ont jamais tenu la vedette, ils n'ont jamais été au cœur de l'actualité, ils n'ont jamais été vraiment au centre des soupçons. Donc pour nous, c'est Tartampion, ces deux-là. Une troisième personne est également arrêtée. Il s'agit de Ginette Villemain, l'une des tantes du garçonnet. Et alors que les 3 membres de la famille sont transférés à Dijon et placés en garde à vue, dans les Vosges, un autre couple fait l'objet d'une interpellation. Il s'agit des grands-parents de Grégory, Monique et Albert Villemain, qui en raison de leur âge et de leur état de santé ne sont pas placés en garde à vue, mais auditionnés à leur domicile d'Aumonzé, dans les Vosges, dans la vallée de la Vologne. Dans la vallée, c'est la stupeur. La nouvelle de ces 5 interpellations fait grand bruit. L'information se répand dans toutes les rédactions, enfin dans la France entière, évidemment, et dans toutes les rédactions. C'est quand même une affaire considérable qui a ému l'opinion publique, que toute la France connaît, donc évidemment, coup de théâtre dingue. Alors, plus de 32 ans après les faits, la justice aurait-elle enfin mis la main sur les responsables de la mort de Grégory? De quels éléments disposent les enquêteurs? Et qu'ont à cacher les différents protagonistes? À la section de recherche de Dijon, les investigations sur le crime du petit Grégory n'ont en réalité jamais cessé. Depuis 2008, date de réouverture du dossier, les enquêteurs ont revu point par point toutes les pièces de la procédure. Un travail de fourmi qui a abouti au garde à vue du 14 juin 2017. Ces gardes à vue sont nourris par le travail titanesque qui a été mené par une équipe restreinte de gendarmes avec l'aide d'un logiciel, le logiciel Anacrim. Anacrim, c'est la saisie de toutes les données possibles qu'on a dans un dossier, tous les éléments relatifs aux personnes, aux lieux, aux heures. Le logiciel permet effectivement de dérouler un peu l'emploi du temps de chacun, de le mettre en perspective, comme un film. Le 2 mai 2017, les experts rendent leur rapport. Les noms de Marcel et Jacqueline Jacob, le grand-oncle et la grand-tante de Grégory, retiennent alors tout particulièrement l'attention des enquêteurs. Si les Jacob ont été placés en garde à vue, c'est notamment parce que la justice considère qu'il y a un flou dans leur emploi du temps le jour de la disparition de Grégory. Mais face aux gendarmes, le couple ne se démonte pas. Marcel Jacob fournit un alibi. À l'heure présumée de l'enlèvement de l'enfant, il se trouvait à l'usine, en compagnie de son épouse. Usine dans laquelle ils auraient participé à une réunion syndicale
dont il a d'ailleurs conservé le procès verbal. Mon client indique qu'en gros, la réunion syndicale a duré de 14h à 16h45, 17h. Et ensuite, ils ont repris l'un et l'autre, Marcel et Jacqueline, leur poste de travail jusqu'à 21h. Mais les gendarmes sont dubitatifs. D'autant plus que plusieurs témoignages, recueillis en 1984, année du meurtre du petit Grégory, avaient permis d'établir un portrait robot. Et ce dernier pourrait également incriminer le couple Jacob. Il apparaît que un homme à moustache, alors Marcel Jacob était moustachu, aurait fait des repérages autour de l'école de Grégory, non loin de son domicile, qu'il était parfois accompagné d'une femme. Ça fait partie des éléments qui renforcent les soupçons des enquêteurs à l'égard des époux Jacob. Ginette, la tante de Grégory, est quant à elle rapidement relâchée. Et Monique et Albert Villemain, les grands-parents du petit garçon, soupçonnés de détenir certaines informations, sont placés en liberté surveillée. 24 heures après cet incroyable coup de filet, le procureur de la République de Dijon donne une conférence de presse. Et face aux caméras, il fait une révélation édifiante. Les investigations qui sont corroborées par l'analyse criminelle auquel a procédé la gendarmerie, dont le général va vous parler, montrent qu'à l'évidence, plusieurs personnes ont concouru à la réalisation du crime. Une hypothèse criminelle totalement inédite qui bouscule toutes les pistes jusque-là envisagées. On comprend que là, ils sont partis sur toute autre chose, ils sont partis sur un crime à plusieurs. Jusqu'à présent, le kidnappeur était le tueur, et là, on est sur deux équipes, un kidnappeur et des gens qui ont tué Grégory. Le procureur annonce alors la mise en examen de Marcel et Jacqueline Jacob pour enlèvement et séquestration, suivi de mort. Journalistes et observateurs sont sous le choc. On est persuadé à ce moment-là, qu'il y a forcément de l'ADN. Je me dis qu'effectivement le dossier contient un élément incontestable, un élément de preuve matériel, un élément de preuve fort. Alors, sur quelle base les gendarmes s'appuient-ils pour aboutir à cette toute nouvelle hypothèse? Ces surprenantes mises en examen marquent-elles la fin de ce feuilleton judiciaire hors norme qui dure depuis plus de 30 ans? Et que s'est-il réellement passé ce 16 octobre 1984 ? Nous sommes à l'Éponge sur Vologne, le 16 octobre 1984. C'est dans cette bourgade que vivent Jean-Marie et Christine Villemain, avec leur petit garçon de 4 ans, Grégory. C'est une très belle journée, il fait très beau. Christine Villemain a passé sa journée à travailler comme d'habitude. Elle a récupéré son petit Grégory chez la nourrice. À 16h50, la jeune maman de 24 ans regagne son domicile, situé sur les hauteurs du village. C'est une maison qui est dans les hauts de l'Éponge, sur Vologne. C'est une maison qui est en bordure de la forêt, donc un petit peu isolée. Il y a quelques voisins directs, mais un petit peu isolés sur la forêt. Pendant que Grégory joue devant la maison, Christine se met au repassage. Au bout d'un certain temps, peut-être 10 minutes, 15 minutes, Christine sort pour faire rentrer Grégory, puisqu'il est resté jouer déjà un petit temps dehors. Elle ne le voit pas. Grégory, où es-tu? Viens. Le petit, bien entendu, ne répond pas. La mère est étonnée, elle est inquiète, elle fait le tour de la maison. La jeune mère alerte le voisinage, mais personne n'a vu l'enfant. Christine sillonne alors le village à la recherche de son fils. En vain. Il est 17h30 et Grégory n'a toujours pas refait surface. Il faut imaginer se mettre dans la peau d'une maman
qui ne trouve pas son enfant. Ça devient plus préoccupant à ce moment-là, et on cherche, enfin, ça assaille, j'allais dire, l'intérieur d'une mère. Au même moment, à Aumonzé, un village voisin, Michel, l'un des oncles paternels de Grégory, reçoit un appel effroyable. À l'autre bout du fil, une personne qu'il ne peut identifier revendique l'enlèvement de l'enfant. Un corbeau qui dit, ben voilà, ça ne répond pas à côté, je téléphone chez toi, j'ai pris le fils du chef, et puis ce corbeau se lance dans des insanités qui évidemment sont tout à fait inquiétantes. Je me suis vengée du chef, j'ai enlevé son fils, je l'ai étranglé et jeté dans la Vologne. Grégory aurait donc été tué pour se venger de son père, surnommé le chef. Très vite, la terrible nouvelle fait le tour de la famille. Désemparée, Christine, la mère du petit garçon, contacte sans plus attendre la gendarmerie de Bruyères. Une patrouille de gendarmerie se dirige vers ce village de l'Épange d'où l'enfant a disparu, et en même temps l'alerte est lancée. S'il y a une chance de retrouver, parce que quand on dit je me suis vengée du chef, on cherche quand même, on se dit il est peut-être vivant, il faut le trouver. C'est ça l'urgence. Les alentours de la maison des Villemain sont fouillés, les bords de la Vologne quadrillés, sans succès. La nuit tombe et l'espoir de retrouver Grégory s'amenuise. C'est alors que le téléphone de la gendarmerie retentit. Un appel nous est envoyé par des gendarmes qui sont en recherche sur place, qui nous disent on a retrouvé l'enfant. Mais malheureusement, il est trop tard. Le corps du petit Grégory est repêché sans vie, dans la Vologne, au cœur du village de Dossel, à 5 km du lieu de l'enlèvement. Étienne Sesma, alors capitaine de gendarmerie, se précipite sur place. Il est 21h, 21h15 à peu près. C'est la nuit. Il y a quelques lumières qui éclairent la scène. Il y a des journalistes, il y a un photographe qui est là. Je vois des flashs qui crépitent. Cette photo que tout le monde connaît, ce pompier qui va récupérer l'enfant dans les eaux glacées de la Vologne et qui va donc porter cet enfant dans ses bras et le ramener à la terre. La scène fait froid dans le dos. L'enfant de 4 ans a les pieds et les mains ligotés à l'aide d'une cordelette. Sa tête est recouverte d'un bonnet qui est descendu jusqu'à son menton. Et quand on relève ce bonnet, on découvre le visage de l'enfant qui donne l'impression un peu de dormir. Et on ne voit pas vraiment de traces de coups, il n'a pas l'air d'avoir souffert. Ce qui est le plus frappant, c'est de voir la mise en scène de cet mort avec ces liens qui sont ficelés. On a le sentiment que cet enfant a été sacrifié. Mais alors, pourquoi Grégory a-t-il été sacrifié? Qui pouvait bien en vouloir à Jean-Marie Villemain, au point de tuer son fils? Les enquêteurs parviendront-ils à identifier le corbeau? Dans la vallée de la Vologne, après la découverte du corps du petit Grégory, la terrible nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Très vite, un raz-de-marée de journalistes déferle sur la région. Ce qui lance l'affaire, c'est l'étrangeté de l'affaire elle-même. Voilà. Un enfant qu'on retrouve mort dans une rivière ficelée, et en plus avec cette revendication qui laisse penser tout de suite qu'il s'agit d'une vengeance et d'un règlement de compte entre adultes, c'est hors norme. Le lendemain du drame, le cliché de l'enfant repêché dans l'eau fait la une d'un célèbre journal. C'est la première fois qu'une telle photo est publiée dans la presse. L'image est poignante.
Cette image, elle est vraiment frappante parce qu'elle est d'une grande spontanéité. Elle est de très mauvaise qualité technique, cette image. En fait, c'est une image, à l'époque, on est en argentique, pas en numérique. Il y a un gros coup de flash. On voit ce sapeur-pompier qui tient le bébé dans ses bras. Un cliché en totale opposition avec le portrait de l'enfant, pris seulement quelques semaines avant sa mort, et sur lequel il apparaît tout sourire. Le contraste est saisissant. Il y a la première image, effectivement, qui est l'image du fait divers. Et puis de l'autre côté, il y a cette représentation un peu iconique de l'enfant, avec ses boucles, etc. C'est quand même une petite créature innocente, avec cette petite bouille souriante, ronde, etc. Et évidemment, donc, tout le monde va vouloir savoir qui a volé cette innocence, qui a brisé ce destin, cet enfant, quoi. Alors, pour comprendre qui a bien pu s'en prendre à Grégory, les gendarmes de Bruyères dressent le portrait de ses parents. Christine, Jean-Marie et le petit Grégory sont une famille belle, je veux dire par là unie, avec de beaux sentiments, d'amour conjugal et d'amour parental. Issu d'un milieu ouvrier, le couple s'est rencontré en 1976 lors d'une simple promenade. Entre eux, c'est tout de suite le coup de foudre. Dès lors, ils ne se quittent plus et 4 ans plus tard, Grégory naît de leur union. C'est un beau gamin, il est vif, il est intelligent, il fait le bonheur de ses parents. Cet enfant, c'était l'enfant roi pour eux. C'était le seul enfant et la vie familiale tournait sur eux trois. En 1981, 3 ans avant les faits, Jean-Marie Villemain, alors âgé de 23 ans, est promu contremaître au sein de son usine. Une consécration qui lui permet de faire construire pour lui et sa famille un joli pavillon sur les hauteurs de l'Épange, sur Vologne. Véritablement, on pourrait penser que ce jeune couple a toutes les cartes en main pour être heureux. Rien ne présageait donc un tel drame. Alors pour comprendre ce qui a bien pu arriver, les enquêteurs s'intéressent de plus près aux circonstances de l'enlèvement. Alors ce qui nous frappe d'emblée, c'est que Grégory a été enlevé en plein jour. On est dans un village, certes à l'écart du village, mais dans une zone qui reste habitée. On n'est pas dans une maison complètement isolée. Pour obtenir plus d'informations, les enquêteurs diligentent donc une enquête de voisinage. C'est un des premiers, sinon le premier axe de recherche des gendarmes, c'est-à-dire trouver des témoins, des gens qui ont vu quelque chose, qui ont vu une voiture passer, qui ont vu quelqu'un de suspect aux abords de la maison. Et l'enquête va se révéler fructueuse. Plusieurs témoins ont aperçu un homme avec une moustache rôder autour du domicile des Villemain et de l'école de Grégory, le jour de son enlèvement et les jours précédents. Un portrait robot est donc établi. S'il y a des repérages, il y a forcément une préparation. Et s'il y a préparation, il y a forcément aussi préméditation. Une enquête contre X pour assassinat est donc ouverte. Les gendarmes commencent par organiser une reconstitution à l'aide d'un mannequin, afin d'établir de quel endroit Grégory a été immergé dans la Vologne. On a vu que seul l'endroit derrière le local des pompiers, c'est-à-dire à l'intérieur du village, pouvait être retenu comme étant l'endroit où le corps a été jeté. Fait troublant, quelques jours plus tard, un flacon d'insuline et une seringue sont découverts dans un buisson, à proximité du fameux local. Pour les gendarmes, cet élément pourrait venir éclairer les circonstances du meurtre du petit garçon. Les experts nous ont dit que l'insuline injectée à un enfant de 4 ans, qui n'est pas diabétique, pouvait avoir un effet
provoquant une sorte de coma très rapidement. Et on a là un élément nous permettant de comprendre comment Grégory a pu être assassiné et endormi avant d'être jeté à la Vologne. Malheureusement, l'autopsie ne permettra pas d'établir les causes exactes du décès. Ce qu'il y a de dramatique dans cette autopsie, c'est qu'il n'y a pas eu suffisamment de prélèvements, notamment dans les poumons, dans l'estomac, donc pas suffisamment d'éléments. Le rapport du médecin légiste conclut toutefois à une mort survenue par asphyxie, suivie au contact de l'eau froide d'une hydrocution. Une aberration qui suscite l'incompréhension des acteurs du dossier. Ou bien on meurt par asphyxie ou bien par hydrocution. Les deux en même temps, ça paraît complètement déraisonnable d'aboutir à une telle conclusion. Ce qui fait que sur les premiers éléments matériels de l'enquête, on démarre déjà très mal. Alors, les gendarmes parviendront-ils à résoudre cette affaire? Qui est cet homme à la moustache, repéré autour du domicile des Villemain? Est-il le ravisseur de Grégory? Les enquêteurs ne le savent pas encore, mais un indice capital va leur offrir une première piste. À l'Épanche sur Vologne, au lendemain de la mort de Grégory, un événement inattendu vient relancer l'enquête. Christine et Jean-Marie Villemain, les parents du petit garçon, découvrent un étrange courrier dans leur boîte aux lettres. Ce courrier dit en résumé, je me suis vengé, j'ai pris ton fils, c'est pas ton fric qui te rendra ton enfant, pauvre con, voilà ma vengeance, enfin un message absolument ordurier, vulgaire, bête et méchant. Le mot vengeance, le mot chef, on a cette notion de mort, de crime, c'est glacial, enfin, c'est terrible. Pour les gendarmes, il ne fait plus aucun doute que le ravisseur de Grégory fait partie de l'entourage des Villemain et qu'il agit par jalousie envers Jean-Marie. Si bien que le 20 octobre 1984, 4 jours après le drame, les obsèques du petit garçon de 4 ans se déroulent dans un contexte extrêmement tendu. Car si le corbeau est un proche, il est forcément présent. On peut penser en effet que le corbeau se trouve dans la foule. Il y a d'ailleurs des gendarmes qui sont là pour essayer de repérer un individu pouvant peut-être s'avérer suspect. Parce qu'un corbeau comme ça, c'est un individu pervers qui veut jubiler, qui veut jouir en voyant la souffrance morale et la douleur des gens à qui il s'est attaqué. Christine et Jean-Marie Villemain, totalement dévastés, prennent la tête du cortège funéraire. La foule est venue nombreuse et les funérailles retransmises à la télévision suscitent une vague d'émotions sans précédent à travers le pays. Le jour de l'enterrement de Grégory, c'était un jour de déchirement total, de chagrin incommensurable. Il suffit de regarder les images, de voir Jean-Marie et Christine qui se tiennent l'un l'autre, elle enfouie dans l'épaule de Jean-Marie. Jean-Marie qui a le menton qui tremble et qui prend son épouse Christine, qui la serre contre lui. Ce sont des images qui sont déchirantes, déchirantes. Face à un tel émoi, les gendarmes sont sous pression. Il leur faut absolument mettre la main sur l'assassin du petit garçon au plus vite. Ils concentrent alors leurs recherches autour du corbeau et découvrent qu'Albert Villemain, le grand-père de Grégory, avait déjà déposé plainte pour harcèlement 2 ans auparavant. En effet, avec son épouse, ils avaient reçu de nombreux appels anonymes, malveillants.
Les activités du Corbeau débutent à peu près vers 1980-1981. Ça se manifeste par une quantité absolument énorme, considérable, d'appels téléphoniques anonymes. Au départ, il y a des appels téléphoniques qui sont muets. Et puis, petit à petit, ça se développe. À l'autre bout du fil, des voix se manifestent. Une voix féminine tout d'abord, puis celle d'un homme à la voix rauque. Et puis dans ces appels, il y a de la vie. On entend un enfant qui parle de nounours, et puis on entend des bruits de fond, on entend des chansons. Plus inquiétant encore, le Corbeau semble détenir des informations privées sur la famille Villemain. On sent quand même un tissu de ragots familiaux qui se nourrissent de petits événements de la vie quotidienne et qui, effectivement, il est renseigné. Il est renseigné sur ce que les uns et les autres font ou ne font pas. Ça alimente l'idée que, évidemment, c'est un proche ou des proches et qu'on est dans un milieu relativement clos. Car le mystérieux interlocuteur n'hésite pas à faire référence au passé personnel des grands-parents de Grégory et aux tensions existant dans la famille depuis de nombreuses années. Albert et Monique ont une vie un petit peu compliquée, puisque quand ils se sont mariés, Monique était déjà enceinte de son premier enfant, Jackie, qu'elle avait eu avec un autre homme, et c'est en toute connaissance de cause que son mari, Albert, l'avait épousée. Ça avait fait jaser évidemment dans la famille, et on a régulièrement cette allusion au bâtard qui est évoquée par le Corbeau. Et dans cette famille, il existerait une nouvelle source de tension. L'ascension professionnelle fulgurante de Jean-Marie Villemain, le troisième fils du couple et père du petit Grégory. Jean-Marie Villemain, en 1981, devient chef. Jean-Marie est un garçon qui est parti de pas grand-chose, de 3 fois rien, qui a su s'élever par la force du travail. Il est actif, il est entreprenant, il est intelligent. Il a acquis rapidement une situation qui fait des jaloux. Car la même année, il fait construire sa belle maison sur les hauteurs de l'Épange sur Vologne. Et sa réussite ne passe pas inaperçue. Certains envieux dans le village les appellent les Giscards. Nous sommes en 1984, c'est une injure. Je ne sais pas si aujourd'hui on dirait des Macrons, mais enfin à l'époque on disait des Giscards. Donc ça veut dire des riches, des gens qui ont des sous. D'ailleurs, les appels sont désormais directement adressés à Jean-Marie Villemain. Le 24 avril 1983, 1 an et demi avant l'enlèvement du petit Grégory, celui que l'on surnomme le chef reçoit un appel de l'homme à la voix rauque. Durant cette discussion, le Corbeau le menace. Il parle de sa maison. Jean-Marie Villemain le nargue en disant « ça fait rien si tu me la brûles, je la reconstruirai ». Et il dit écoute, je m'en prendrai à ta femme. Et lui, en rigolant, il dit « j'en trouverai une plus belle ». Et pour terminer, il dit que c'est ton fils qui va en pâtir. Et là, Jean-Marie viscéralement répond « ne t'avise pas à toucher à Grégory ». Et là, le Corbeau sait quel est le point faible, la faille de Jean-Marie. C'est Grégory. Cet appel aurait-il scellé le destin du petit garçon? En tout cas, ce sera le dernier coup de téléphone reçu par les parents de Grégory. Mais les menaces du Corbeau vont très vite prendre une autre forme. On voit apparaître à ce moment-là autre chose, ce sont les lettres anonymes. D'emblée, elles ont des connotations meurtrières. Dès le premier mot « je vous ferai la peau à la famille Villemain », on se rend compte qu'il y a un Corbeau qui veut agir et de façon meurtrière. Il y en aura 3 autres en 2 mois, toujours plus menaçantes les unes que les autres.
Le 17 mai 1983, le corbeau envoie une dernière lettre en disant je vais m'arrêter, etc. Et il n'y avait plus de manifestation. La plainte des Villemain se solde donc par un non-lieu. Alors pourquoi le corbeau a-t-il soudainement refait surface 18 mois plus tard? Qu'est-ce qui l'a poussé à mettre ses menaces à exécution? Et surtout, qui, dans l'entourage de la famille Villemain, a bien pu commettre un crime aussi odieux? À la gendarmerie de Bruyères, pour tenter d'identifier le mystérieux corbeau, les enquêteurs auditionnent un à un tous les proches de la famille Villemain. On leur demande de préciser leur emploi du temps et puis aussi tout de suite des épreuves d'écriture. En moins d'une semaine, 279 écrits émanant de 135 personnes sont recueillis et remis à des experts en écriture. Très vite, un nom ressort, celui de Bernard Laroche, un cousin de Jean-Marie. Il est donné à 99% l'auteur de la lettre anonyme, revendiquant la mort du gamin. Donc on pense qu'on tient la bonne personne. Les gendarmes se penchent alors sur le profil de ce fameux Bernard Laroche. Âgé de 29 ans, il est né à Épinal, dans d'atroces conditions. Sa mère est morte en couche et il a été confié à sa grand-mère maternelle. Bernard Laroche a été élevé en même temps que le dernier de la fratrie Jacob, c'est-à-dire Marcel Jacob, et a été élevé également avec Jackie Villemain, donc le frère aîné de Jean-Marie, qui est désigné dans la procédure comme le bâtard. Bernard vit à Aumonzé avec son épouse Marie-Ange Boll et leur fils de 4 ans. Contremaître à l'usine, il bénéficie d'une bonne situation et est très apprécié de son entourage. Les gens qui décrivent le caractère de Bernard Laroche, c'est quelqu'un d'extrêmement paisible, de plutôt jovial, c'est un caractère très agréable et je dirais c'est le contraire du portrait qu'on pourrait faire d'un assassin d'enfant. Les gendarmes se demandent alors pourquoi il aurait pu en vouloir à Jean-Marie. Et en creusant dans la vie des deux cousins, ils ne tardent pas à se faire un premier avis. Quand on gratte, on se rend compte qu'il y en a un qui a réussi à passer contremaître très rapidement, Jean-Marie Villemain, alors que l'autre a mis plusieurs années et a dû ramer pour avoir son diplôme de contremaître. On en a un qui a un bel enfant, Grégory, alors que Bernard Laroche a la malchance d'avoir un enfant qui a un handicap. Mais si Bernard Laroche est bien le corbeau, pourquoi a-t-il attendu 18 mois avant de passer à l'acte ? Les enquêteurs pensent qu'un événement survenu 2 jours avant la mort de Grégory pourrait être l'élément déclencheur. Le dimanche 14 octobre, Jean-Marie et Christine Villemain ont eu la visite chez eux à l'Épange, donc de son frère Michel. Et à ce moment-là, Jean-Marie et Christine sont en pleine réussite. Il exhibe avec un peu de forfanterie son aisance matérielle et notamment ce très beau salon en cuir dont il vient de faire l'acquisition. Or, Bernard Laroche et Michel Villemain sont très proches et se sont vus l'après-midi du 16 octobre 1984. Une rencontre au cours de laquelle Michel aurait pu faire part de la réussite de Jean-Marie à Bernard. C'est cet élément qui retient le plus notre attention.
et qui nous permet d'imaginer qu'il y a eu un déclic de la jalousie, parce qu'il ne faut pas l'oublier, hein, le levier de l'affaire Grégory, c'est la jalousie. Fort de ces nouvelles informations, le 31 octobre, 15 jours après la mort tragique de Grégory, les gendarmes placent Bernard Laroche en garde à vue. Sommé de s'expliquer, le cousin de Jean-Marie nie tout en bloc. Ce n'est pas moi, je ne suis pour rien dans cette affaire. On lui pose une question sur à telle heure que faisais-tu ? Il a quand même un peu réponse à toutes les demandes qui lui sont faites et pour lui, il n'est pas l'auteur. L'homme de 29 ans fournit un alibi aux enquêteurs pour le moment du drame. Il va notamment parler de Muriel Boll, qui est sa belle-sœur, la sœur de sa femme. Il explique qu'à 17h30, il s'est rendu chez sa tante Louisette et que Muriel, âgée de 15 ans, était déjà là. Elle venait de rentrer du collège par le bus. L'enlèvement ayant eu lieu peu après 17h, l'homme n'aurait donc pas eu le temps d'accomplir le crime. Faute de charges suffisantes à son encontre, à l'issue de sa garde à vue, Bernard Laroche est remis en liberté. Mais son alibi ne va pas tarder à s'effondrer. Muriel nous dit exactement l'inverse. Elle nous dit, oui, je suis allé chez Louisette, mais Bernard était déjà là. Donc on voit que c'est un détail, mais c'est un détail important qui montre qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Pour éclaircir cette zone d'ombre, les gendarmes se tournent vers le chauffeur du bus scolaire. Et contre toute attente, il leur indique que ce mardi 16 octobre, Muriel n'a pas pris le bus. Un témoignage confirmé par des camarades de l'adolescente. 2 de ses collègues de collège disent qu'elle est montée dans une voiture dont elle donne à peu près la description, de couleur verte, etc., avec un homme à bord, etc. Donc. Le 2 novembre 1984, Muriel est de nouveau entendue par les gendarmes. Mise face à ces contradictions, la jeune fille craque. Elle finit par nous avouer qu'elle était partie avec Bernard Laroche qui était venu la chercher à la sortie du collège, qu'ensemble ils sont allés à l'éponge, qu'ensemble ils ont récupéré un enfant qu'elle a décrit comme étant Grégory, elle s'en souvient. Et elle nous raconte donc un scénario qui correspond à l'enlèvement donc de l'enfant par Bernard Laroche jusqu'au moment où il sort de la voiture avec l'enfant et il revient quelques instants plus tard sans lui. 3 jours plus tard, Muriel réitère ses accusations devant le juge d'instruction, le fameux juge Lambert. Il ordonne alors l'arrestation immédiate de Bernard Laroche. Bernard Laroche est arrêté sur son lieu de travail. Il est arrêté, j'y insiste, devant les caméras de télévision qui vont retransmettre l'événement et qui va être un événement médiatique tout à fait considérable. À son arrivée au palais de justice d'Épinal, le principal suspect dans la mort du petit Grégory est accueilli par une foule hystérique. C'est une atmosphère extrêmement violente. Il y a des cris à mort, on organise des manifestations pour obtenir le rétablissement de la peine de mort, on dit à mort Laroche, enfin il y a une ambiance de lynchage. Face au juge, Bernard Laroche clame son innocence. Mais malgré ses dénégations, Jean-Michel Lambert décide de l'inculper pour assassinat. Le juge Lambert, il est jeune, il est pris aussi dans le tourbillon. Il est pris dans cet enjeu médiatique qu'il ne maîtrise pas forcément. Épinal est le premier poste de Jean-Michel Lambert, qui n'a que 32 ans. Mais il est également le seul juge d'instruction et doit gérer 229 dossiers. L'affaire Grégory porte le numéro 180. Traqué par la presse, le jeune magistrat est propulsé sur le devant de la scène médiatique. Et visiblement, ce n'est pas pour lui déplaire. Sa porte est souvent entrouverte. Il ne fait pas des conférences de presse tous les matins, mais il se méfie peu des journalistes
Donc du coup, le juge Lambert, il n'a pas une maîtrise millimétrée de sa communication. Le soir même de l'inculpation de Bernard Laroche, le magistrat s'exprime devant la presse, convaincu d'avoir enfin mis la main sur l'assassin de Grégory. Qu'est-ce qui vous a permis de l'inculper? Un témoignage capital et en partie un rapport d'expertise. Ce témoignage, c'est celui de Muriel? Exact. Alors, Bernard Laroche est-il vraiment le ravisseur de l'enfant? Et si c'est le cas, pourquoi s'être encombré d'une adolescente de 15 ans comme témoin de son méfait? Les gendarmes ne le savent pas encore, mais un incroyable coup de théâtre est sur le point de venir bouleverser le cours de l'enquête. Le 7 novembre 1984, 2 jours après l'inculpation de Bernard Laroche, Muriel Boll apparaît devant les caméras de télévision. Elle fait alors une déclaration fracassante. Moi, je n'étais pas dans la voiture de Bernard. J'ai jamais été sur l'éponge, tout ça. Bernard est innocent. Mon beau-frère, il est innocent. Jamais été avec mon beau-frère. La jeune adolescente accuse les gendarmes d'être à l'origine de ces terribles aveux contre Bernard Laroche. Ils ont dit que si je disais pas ça au juge, qu'ils me placeraient de mes autres de correction. Pour les gendarmes, c'est un véritable coup de massue. Ils imaginent alors que la jeune fille aurait pu être menacée par sa famille. Elle récite cela comme une leçon, donc apprise évidemment avec beaucoup de zèle à l'avance. On se dit, oui, c'est pas possible. Bon, elle a subi des pressions, etc. Bah oui, moi, enquêteur, voilà ce que je me dis. L'incroyable volte-face de Muriel Boll fait la une des médias français. Jean-Marie et Christine Villemain, les parents de Grégory, apparaissent totalement dévastés devant les caméras de télévision. Pour eux, la jeune adolescente ment ouvertement. Muriel, de toute façon, elle ne pourra pas vivre éternellement comme ça, gardant un secret aussi monstrueux. Vous pensez que c'est la pression énorme de sa famille qui l'a fait se rétracter ou qu'elle a eu peur? Il n'y a pas eu de pression de la gendarmerie ni du juge d'instruction, ça c'est pas vrai. Elle a quand même répété 3 fois de suite. Elle n'a rien inventé. Ni les gendarmes ne l'ont rien soufflé. Mais suite à la rétractation de Muriel, les charges à l'encontre de Bernard Laroche s'effondrent, littéralement. Il ne reste plus rien des accusations de Muriel contre son beau-frère. Il faut donc retourner aux éléments de police scientifique, c'est-à-dire le rapport d'autopsie, les expertises en écriture, pour déterminer finalement qui peut être le coupable. Mais en épluchant le dossier, les avocats de Bernard Laroche découvrent que les expertises en écriture sont en réalité juridiquement irrecevables. Et ces expertises sont annulées pour vice de procédure, à savoir que les experts ont été désignés non pas par le juge d'instruction, comme il eût fallu, mais par les gendarmes. Et cette erreur, je dis clairement, est imputable à monsieur le juge d'instruction qui a très très mal appliqué les dispositions du Code de procédure pénale. Une erreur aux lourdes conséquences qui n'échappe pas aux journalistes. Le juge Lambert hérite alors d'un surnom dans les médias, le petit juge. On a tendance à nommer aussi les gens sur des critères physiques, c'était pas un homme très grand. Et c'était une manière aussi, je pense, de souligner, peut-être pas de la manière la plus intelligente d'ailleurs, le fait qu'il a eu beaucoup de mal à tenir son enquête.
À la fin de l'année 1984, les tensions apparaissent entre les gendarmes, persuadés de la culpabilité de Bernard Laroche, et le juge d'instruction, sensible aux arguments de la défense. À partir de décembre 1984, on se retrouve dans une situation complètement surréaliste, où on est à la fois toujours saisi officiellement et chargé d'enquêter, mais le juge refuse que l'on poursuive toute investigation sur la piste de Bernard Laroche, il ne veut plus qu'on en entende parler. En janvier 1985, Jean-Michel Lambert dessaisit les gendarmes au profit du SRPJ de Nancy. Et moins d'un mois plus tard, le 4 février, il ordonne la libération de Bernard Laroche. L'événement est extrêmement médiatisé. Il est libéré, mais il reste inculpé d'assassinat. Donc ça, dans le contexte explosif de l'époque, enfin de cette affaire, ça crée une espèce de trouble profond. Comment quelqu'un, un assassin d'enfant ou désigné comme tel par les enquêteurs, peut être mis en liberté. Pour Christine et Jean-Marie, c'est l'incompréhension. Ils prennent très mal cette libération dans la mesure où leur petit garçon a été assassiné et ils ont l'impression d'une trahison quelque part de la justice. D'autant plus que, comme il l'avait confié à la presse, les parents de Grégory sont persuadés de la culpabilité de Bernard Laroche. Et si c'était pas Bernard Laroche? C'est lui. Vous êtes sûr? Et quelques jours après la libération du cousin de Jean-Marie, un événement va finir de les convaincre. Le récit d'ailleurs en est fait par un procès-verbal d'audition ou d'interrogatoire de Christine Villemain, qui explique qu'il y a une soirée très arrosée au domicile des Villemain, avec un journaliste d'un grand magazine. La journaliste fait alors écouter au jeune couple l'audition du procès-verbal de Muriel Boll, accusant son beau-frère. Et bien entendu, le résultat va renforcer la conviction des Villemain et leur détermination. Pourtant, l'enquête ne va pas tarder à prendre une toute autre direction. Car depuis plusieurs semaines, de nouveaux experts sont chargés d'identifier le corbeau à partir des lettres anonymes. Le juge d'instruction Lambert a désigné les meilleurs experts en écriture sur la liste de la Cour de cassation, de manière à avoir un avis autorisé sur notamment l'auteur de la lettre de revendication du crime. En mars, ils rendent leur rapport et contre toute attente, l'accusation change de camp. Christine Villemain devient la suspecte numéro 1. L'information fuite dans les médias. La thèse de la mère infanticide divise l'opinion publique. Dans la presse, les deux clans s'affrontent. Il va y avoir la stratégie de Laroche d'un côté, la stratégie des Villemain de l'autre. On voit bien que les querelles de famille vont se téléporter un peu dans la gestion quotidienne de l'affaire d'un point de vue enquête et justice, quoi, et journalistique de fait. Face à ces accusations, Christine Villemain fait un malaise et est hospitalisée. Alors quand Jean-Marie se retrouve seul, sans sa femme à ses côtés, il voit rouge. Jean-Marie Villemain, il était totalement perdu à ce moment-là, complètement. Christine Villemain est hospitalisée. Il a perdu tous ses repères et il a surtout perdu foi en la justice. Le 29 mars 1985, 5 jours après l'annonce des terribles accusations contre Christine, le père de famille, endeuillé, craque. Il se saisit de son fusil de chasse, direction Aumonzé, le village où habite son cousin. Sa décision est prise.
Lorsque Jean-Marie Villemain approche armé de son fusil, Bernard Laroche l'assure, enfin le supplie de croire que ce n'est pas lui qui est responsable de cet assassinat. Il essaie de trouver un terrain de discussion rationnel qui permette de sortir de la scène de violence qui est en train de commencer, dont il voit bien qu'il risque d'être la victime. Mais Jean-Marie est déterminé. Sans aucune hésitation, il abat son cousin d'une balle en pleine poitrine. C'est une scène horrible parce que Marie-Ange est à côté, elle voit mourir son mari. C'est le jour où elle apprend qu'elle est enceinte de son deuxième fils. Donc c'est une journée absolument catastrophique et un drame absolu. Jean-Marie Villemain se constitue ensuite prisonnier et directement incarcéré, laissant son épouse Christine seule face aux accusations. Alors, le père de Grégory a-t-il tué le vrai responsable de la mort de son enfant? Ou Christine Villemain pourrait-elle avoir assassiné son propre fils? L'affaire Grégory réserve encore bien des surprises aux enquêteurs. À Épinal, au printemps 1985, cela fait plusieurs mois que le juge Lambert creuse la piste Christine Villemain. Il a repris un à un tous les éléments de l'enquête sur la mort du petit Grégory et a déterré plusieurs témoignages qui avaient été écartés par les gendarmes. Ce sont des collègues de travail de Christine Villemain qui disent on est un peu embêtés, mais on voudrait dire que le jour de la disparition de Grégory, on a vu Christine Villemain déposer une lettre à la poste de l'Épange à la sortie de l'usine. La mère de l'enfant pourrait donc être l'auteur du courrier de revendication. Mais convoquée par les policiers, Christine Villemain se défend de ces accusations. Elle est outrée, elle est indignée et elle dit que ses collègues de travail font une erreur monumentale. La jeune femme explique que ses témoins ont confondu avec la veille du crime, où elle avait posté une commande de vêtements pour enfants. Mais les analyses en écriture ne vont pas tarder à mettre à mal sa version. Le deuxième rapport d'expertise est déposé chez le juge d'instruction et il confirme le premier, c'est-à-dire que les experts désignent de façon unanime, là cette fois-ci, Christine Villemain comme étant le scripteur de la lettre de revendication du crime. Pour Jean-Michel Lambert, il n'y a plus de doute. La mère de Grégory a tué son propre fils. Le 5 juillet 1985, 9 mois après les faits, il la convoque dans son bureau. Maître Thierry Moser, présent lors de l'entretien, se souvient de l'échange tendu entre le magistrat et sa cliente. Jean-Michel Lambert est assis à son bureau. Il a l'air d'un petit garçon honteux. Il ne lève pas les yeux vers nous. Et à un moment donné, il lâche tout à trac ceci. Je me lance, je crève l'abcès, je lève l'hypothèque, je vous inculpe, madame, d'assassinat. Pour les défenseurs de Christine, c'est un véritable cataclysme. Il y a de quoi hurler. Une mère à qui on assassine son enfant, déjà, on se dit qu'est-ce qui peut arriver de pire. Et là, il arrive encore pire parce que ça veut dire que les soupçons se porte contre la mère elle-même, qui est une innocente totale. Christine, alors enceinte de 6 mois, est écrouée. Mais ses avocats font appel. Et 11 jours plus tard, la jeune femme de 24 ans est libérée et placée sous contrôle judiciaire. Un véritable lynchage médiatique s'abat alors sur la mère de Grégory. Elle est suivie par des meutes de journalistes pour capter son image.
Elle est en deuil, elle est en noir, enfin tout est en noir. On voit des photos sous des angles, on a l'impression qu'on prend les angles les pires possibles. On a l'impression d'assister quand même à une chasse à courre. Il faut aller la débusquer. Une faille réside pourtant dans le dossier des enquêteurs. L'absence de mobile. Pour mieux cerner sa personnalité, le juge d'instruction la soumet alors à plus de 10 expertises psychiatriques. Et dans la presse, les anti-Christine se déchaînent. On a fait courir sur Christine Villemain les bruits les plus abracadabrants. Elle aurait noyé ses poupées lorsqu'elle était gamine. Elle aurait 36 000 amants. Le 9 novembre 1986, 2 ans après les faits, la chambre d'accusation de Nancy renvoie Christine Villemain devant la cour d'assises pour assassinat. Pour la jeune femme, dont l'époux est en prison, c'est l'épreuve de trop. C'est l'époque où Christine est vraiment, et son mari, Jean-Marie, sont au fond du gouffre, ils sont malheureux, ils n'ont plus aucun espoir. Et Christine Villemain, qui réside chez sa grand-mère à cette époque-là, fait une tentative de suicide. Heureusement, la jeune femme est sauvée, in extremis. Les médecins nous disent, le boulet n'est pas passé loin, un peu plus, et bien elle était morte. Ses avocats se pourvoient alors en cassation. Et en mars 1987, ils obtiennent gain de cause. Le dossier est renvoyé à Dijon et confié au juge Simon. L'arrivée du juge Simon, on a l'impression de regarder un vieux Maigret en noir et blanc. C'est-à-dire on a un magistrat avec la crinière blanche. Il est un peu vintage comme ça, le juge Simon. Et le juge Simon, il ne parle pas aux journalistes. Durant 4 mois, dans l'ombre des médias, le magistrat épluche une à une les pièces du dossier constitué par son prédécesseur. Il relève alors de nombreuses failles et réclame un supplément d'information. Le président Simon est un magistrat aguerri, un magistrat d'expérience. On a l'impression d'un homme qui s'attend, j'allais dire, à tout, qui va instruire comme ça doit être le cas, à charge et à décharge. Durant l'automne 1987, il organise de nombreuses reconstitutions dans la vallée de la Vologne. Et il ne fait pas les choses à moitié. Jean-Michel Lambert avait fait une reconstitution qui a duré 3 heures. Maurice Simon fait une reconstitution qui dure 3 jours. 3 jours. Le juge Simon s'attache notamment à vérifier la crédibilité du témoignage des collègues de Christine Villemain, qui disent l'avoir vu poster une lettre le jour du crime. Il va donc les positionner à l'endroit où elle disait avoir été lorsqu'elle voit telle ou telle scène. Et on constate très vite que cette reconstitution établit l'impossibilité pour ces personnes d'avoir vu ce qu'elles disent avoir vu. Le juge Simon reconstitue aussi le cheminement de Christine Villemain le jour du drame. En 29 minutes, elle aurait posté la lettre, récupéré Grégory chez sa nourrice et fait l'aller-retour entre Docelles, lieu de la découverte du corps, et son domicile. Pour le magistrat, la commission du crime dans un si bref délai est tout simplement irréalisable. Il suffisait de finalement sortir son chronomètre, d'avoir une horloge, de mettre bout à bout. Christine ne pouvait pas, elle n'avait pas le temps suffisant pour faire tout ce qu'on lui imputait d'avoir pu faire. Et toute cette construction extravagante du SRPJ s'effondre comme un château de cartes. La fin de l'année 1987 marque donc un nouveau tournant pour les Villemain. D'autant plus qu'après 33 mois de détention, Jean-Marie est libéré et placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de son procès. C'est la joie pour les époux, ils se retrouvent, mais c'est aussi l'appréhension du lendemain. Que va-t-il se passer pour l'un, pour l'autre, pour leur enfant, donc Julien, qui a 2 ans à ce moment-là. Donc il y a encore des moments rudes, difficiles, éprouvants,
qui sont à venir. Alors, les poursuites à l'encontre de Christine Villemain seront-elles abandonnées? Comment se déroulera le procès de Jean-Marie? Et toute la lumière sur l'affaire Grégory sera-t-elle enfin faite? Au tribunal de Dijon, le 3 février 1993, plus de 7 ans après les premières accusations contre Christine Villemain, la jeune femme bénéficie d'un non-lieu pour absence totale de charge. Une première dans le monde judiciaire français. Absence totale de charge. C'est vraiment une totale réhabilitation. Christine Villemain est innocente. Le deuxième point, c'est que les magistrats reviennent totalement sur la piste de Bernard Laroche et ils n'hésitent pas à écrire que finalement, il existe à l'encontre de Bernard Laroche des charges très sérieuses d'avoir enlevé Grégory. Alors, quand le 3 novembre de la même année, le procès de Jean-Marie Villemain pour le meurtre de Bernard Laroche s'ouvre, l'attention est à son comble. Les frontières traditionnelles entre accusation et défense s'effondrent. Pendant ce procès, c'est absolument surprenant. Jean-Marie est dans son box des accusés. Or, il se fait accusateur de la famille Laroche et de Bernard Laroche en particulier, qu'il considère encore et toujours comme étant celui qui est impliqué dans la mort de son petit Grégory. Tout le monde est en accusation et tout le monde est en défense. Et donc, on a là un dossier tout à fait exceptionnel, avec une ambiance électrique tout à fait exceptionnelle. D'autant plus que le président de la cour d'assises a décidé de joindre l'affaire Grégory au dossier. Tous les témoins sont donc réentendus. Et l'intervention de Muriel Boll est évidemment très attendue par la défense. On voit Muriel et on espérait que Muriel revienne et parle. Ça n'a malheureusement pas été le cas. Au terme de 6 semaines d'audience, le verdict tombe. Jean-Marie est condamné à 5 ans de réclusion criminelle, dont 1 avec sursis. Sa peine étant couverte par la détention préventive, il est libéré au bout de 2 semaines. À cette époque-là, nous sommes évidemment heureux, puisque donc fin 93, d'une part, Christine Villemain a obtenu son non-lieu en février 93, d'autre part, Jean-Marie obtient un verdict indulgent en décembre 1993, et on pourrait s'imaginer que tout est fini. Mais les époux Villemain ne vont jamais cesser de se battre pour retrouver l'assassin de leur enfant. Et en 2000, 16 ans après le crime, suite au progrès de la science, le dossier est réouvert en vue d'une expertise ADN. Des analyses sont alors entreprises sur les timbres présents sur les lettres du corbeau. À l'époque, quand vous achetiez un timbre à la poste, vous n'aviez pas des timbres autocollants. Donc forcément, on les léchait. Donc forcément, le corbeau, il est sous le timbre. Et hop, on est reparti pour un rebondissement, persuadé qu'on allait mettre la main sur le ou les corbeaux. Rien. Un mystère, c'est délirant. En 2002 et 2004, les familles Boll-Laroche et Villemain reçoivent un dédommagement de l'État pour dysfonctionnement du système judiciaire. Et en 2008, un nouveau rebondissement vient relancer l'affaire. Les experts découvrent un ADN masculin sur la lettre de revendication du crime et un ADN féminin sur son timbre. La découverte de 2 ADN inconnus, effectivement, donne des perspectives très intéressantes pour l'enquête. On pense qu'on va enfin pouvoir savoir qui se cache derrière ce meurtre atroce. Des prélèvements ADN sont alors effectués sur plus de 180 personnes proches du dossier, afin de les comparer aux 2 ADN retrouvés. En vain. Mais en 2013, de nouvelles analyses, opérées sur les appels du corbeau, enregistrés en 1983, vont venir confirmer
les soupçons des enquêteurs de Dijon. Il y a donc une expertise en matière vocale qui tend à démontrer que le corbeau est finalement un couple, un corbeau masculin et un corbeau féminin. Dès lors, l'instruction du nouveau juge ne va jamais cesser. Une enquête réalisée dans le plus grand secret afin d'éviter les fuites dans la presse et qui aboutit aux arrestations du 14 juin 2017. Vraiment, ça n'avait pas fuité, c'était une surprise totale. Personne ne pouvait s'attendre à ce qui allait se dérouler. Alors, de quels éléments à charge disposent les enquêteurs à l'encontre de Marcel et Jacqueline Jacob, le grand-oncle et la grand-tante de Grégory? Dans l'hypothèse nouvelle d'un crime collectif, quel rôle auraient pu jouer les septuagénaires? Après 33 ans d'enquête, les gendarmes de Dijon sont-ils enfin en phase de résoudre cette mystérieuse affaire? À Dijon, plus de 32 ans après le crime du petit Grégory, les enquêteurs ont abouti à une nouvelle thèse, jamais envisagée jusque-là, celle du crime collectif. Parmi les suspects, Marcel et Jacqueline Jacob, le grand-oncle et la grand-tante de Grégory, sur lesquels pèsent de nombreux soupçons. On imagine, à tort ou à raison, que Madame Jacob aurait joué le rôle du corbeau, le corbeau féminin, et que son époux, Marcel Jacob, serait le corbeau masculin. De récentes expertises en écriture relieraient notamment la septuagénaire à l'écriture de 2 lettres de menaces rédigées en 1983. La lettre de revendication du crime émanerait-elle d'une autre personne encore non identifiée, mais qui pour la justice pourrait faire partie de l'entourage de Jacqueline? Pour l'experte en écriture, il y a un lien entre Jacqueline Jacob, qui selon elle est l'auteur de 2 lettres du corbeau, et l'assassin, en tout cas l'auteur de la lettre de revendication, puisqu'on est sur les mêmes enveloppes, le même lot, le même format. Donc voilà, pour elle, on est dans l'entourage proche de Jacqueline Jacob. Mais pour l'avocat de la grand-tante de Grégory, cette conclusion hâtive est une ineptie. Ce sont 2 enveloppes de la même taille, la belle affaire. Premier point. Deuxième point, on nous dit, elles sont toutes les 2 d'une même marque, si vous voulez. C'est la marque la plus connue de France et dont le siège se trouve dans les Vosges, juste à côté du lieu de commission du crime et du lieu où habitait tout le monde. C'est-à-dire qu'en 1984, dans les Vosges, tout le monde avait du papier et des enveloppes de cette marque-là. Et pour Maître Bernat, la correspondance des numéros de lot ne prouve en rien l'existence d'un lien étroit entre sa cliente et l'auteur anonyme. Mais c'est quoi un lot d'enveloppes? C'est 1 million d'enveloppes? C'est juste un numéro de série? Ça n'a aucun sens. Mais les enquêteurs détiennent d'autres éléments qui nourrissent leurs soupçons, notamment le témoignage de la propre fille du couple, qui est édifiant. Elle décrit des parents qui auraient consacré beaucoup de temps à se poster sur la terrasse de leur maison qui surplombe celle d'Albert et Monique Villemain, qui auraient passé beaucoup de temps avec une jumelle, etc., à scruter les va-et-vient. Un témoignage de mauvaise foi, selon les avocats de la défense. Ils dénoncent notamment les mauvaises relations qu'entretiennent leurs clients avec leur fille depuis maintenant 26 ans. On cherche quoi? On cherche des ragots ou on cherche la vérité? Et franchement, venir nous sortir ce genre d'éléments, venir me dire que c'est une preuve, des règlements de comptes familiaux, mais encore une fois, on est en plein délire. La justice, c'est pas ça. Pour les proches du couple aussi,
la justice commet une erreur monumentale. René Jacob, le frère de Marcel, dépeint le portrait d'un homme incapable de faire le moindre mal. Il n'est pas capable de tuer un enfant. Il est bien trop faussard. Il n'est pas assez courageux pour tuer un enfant, ça c'est pas vrai. C'est pas lui. Que la justice cherche à lieu. Le 16 juin 2017, nouveau coup de théâtre. Au cours d'une deuxième conférence de presse, le procureur de la République de Dijon évoque à nouveau l'hypothèse du crime collectif. Il déclare alors qu'une troisième personne serait impliquée aux côtés des époux Jacob. Il donne la participation de Laroche au crime comme acquise. Pour lui, c'est même une évidence qu'elle est acquise. Les enquêteurs nous disent être persuadés que Bernard Laroche a enlevé l'enfant. Ça, c'est leur postulat de base. Il faut bien préciser que cette piste-là n'a jamais été juridiquement établie. Bernard Laroche a été assassiné et donc Bernard Laroche est innocent. Néanmoins, c'est l'hypothèse de base du travail des enquêteurs encore aujourd'hui que Bernard Laroche a kidnappé Grégory. Mais avec une nouvelle perspective, il l'a remis à d'autres personnes qui se seraient chargées de l'assassiner. Pour la veuve de Bernard Laroche, Marie-Ange, ces déclarations sont un véritable coup de massue. Lors d'une interview donnée à la presse, elle fait part de son indignation. Bernard a eu aucun rôle dans cette affaire. Bernard, on lui a pas laissé le temps de se défendre parce qu'on l'a assassiné. Donc c'est facile, quoi. C'est facile. Et je le croirai pas jusqu'à ma mort. Je sais que ce n'est pas lui. Mais un témoignage, présent dans le dossier depuis 1990, a convaincu les enquêteurs de l'implication du cousin de Jean-Marie. Une femme aurait reçu les confidences d'une voisine de la famille Villemain sur ce qu'elle a vu le jour du crime. En se déplaçant pour aller chercher des vaches dans un pré qui était juste derrière, au moment même où Grégory disparaît, ils ont croisé une voiture décrite par ce témoin comme étant celle de Bernard Laroche, avec lui au volant, et une jeune fille avec une abondante chevelure rousse. Une description qui correspond parfaitement à Muriel Boll. Le témoignage de la belle-sœur de Bernard Laroche est donc la clé de voûte de l'affaire. Tout l'enjeu du dossier réside dans le fait qu'elle ait menti ou non en accablant son beau-frère. Et un témoignage inattendu va venir bouleverser le cours de l'enquête. Patrick, un cousin de Muriel Boll, découvre en direct, devant sa télévision, les rebondissements du 14 juin 2017. L'homme se rend alors immédiatement à la gendarmerie. Il a des aveux à faire. Il sent que c'est le moment d'en parler parce que ça correspond à ce qu'il a toujours caché, notamment avoir vu la fameuse violente dispute qui a opposé Muriel à ses proches et notamment à sa sœur. Face aux gendarmes, Patrick raconte avoir reçu les confidences de sa jeune cousine Muriel ce soir de 1984, après qu'elle se soit pris une correction. Muriel lui dit, bien, pourtant j'étais bien avec lui, le petit est bien monté dans la voiture et il y avait 2 personnes qui l'ont récupéré. Les gendarmes sont stupéfaits. Pourtant, un détail fourni par le cousin sur cette fameuse soirée du 5 novembre va venir mettre à mal sa déclaration. Il décrit un personnage qui est présent pendant les scènes de violence du début à la fin. Ce personnage, c'est mon confrère, un de mes confrères qui était l'avocat de la famille Laroche à l'époque, mais dont on a pu démontrer qu'il n'est arrivé à Épinal et dans les Vosges que le 8 novembre. Soit 3 jours après la dispute entre l'adolescente et sa famille. Pour Maître Tessonnière, l'avocat de Muriel, le témoignage du cousin ne tient donc pas. Mais pour les gendarmes, il est urgent de réentendre l'ancienne adolescente, aujourd'hui âgée de 48 ans.
Le 28 juin, elle est arrêtée et placée en garde à vue. Muriel Boll, dans sa nouvelle garde à vue, répète que depuis 32 ans, elle dit toujours la même chose. Elle a une dette à l'égard d'un mort, elle a une dette à l'égard de Bernard Laroche, et jamais elle ne se pardonnera d'avoir cédé aux gendarmes comme elle l'a fait en 1984. Il n'est pas question qu'elle recommence. Muriel affirme également n'avoir jamais subi de pression familiale. On l'a décrit comme quelqu'un qui n'aurait pas de personnalité, qui serait influencé par des prétendues violences qu'elle aurait subies de la part de sa famille. C'est pas du tout ça. Malgré ses dénégations, à l'issue de sa garde à vue, Muriel est mise en examen pour enlèvement de mineurs de moins de 15 ans, suivi de mort, et est placée en détention provisoire. Le 28 juillet 2017, une confrontation est organisée entre les deux cousins. Et si Muriel persiste à nier, Patrick, lui, campe sur ses positions. Il n'hésite d'ailleurs pas à confirmer ses dires devant les caméras de télévision. Moi, personnellement, j'ai dit la vérité aux gendarmes, j'ai dit la vérité aux juges. C'est quelque chose que j'avais au fond de moi depuis 33 ans. Aujourd'hui, j'ai 54 ans, il n'y a plus de pression familiale. Aujourd'hui, justement, on peut parler, moi je parle à cœur ouvert, et d'autres peuvent parler à cœur ouvert également. Et un témoignage posthume viendrait corroborer sa version, celui de l'infirmière de la mère de Muriel. Jean-Marie Villemain avait enregistré l'une de leurs conversations téléphoniques en 2007. L'ancienne infirmière de la mère de Muriel Boll explique que Muriel Boll s'était confiée à elle sur la tombe de sa mère en expliquant que oui, elle était présente dans la voiture avec Bernard Laroche le jour de l'enlèvement de Grégory. Plus troublant encore, les gendarmes savent que la mère de Muriel était traitée à l'insuline pour son diabète. Or, en 1984, de l'insuline avait été découvert non loin de l'endroit où le corps de Grégory aurait pu être immergé. Alors, Muriel Boll cacherait-elle un lourd secret? Bernard Laroche et les époux Jacob seraient-ils complices? 33 ans après les faits, l'enquête sur la mort du petit Grégory réserve encore bien des surprises. Le 11 juillet 2017, coup de théâtre dans le monde judiciaire. Des extraits inédits des carnets d'enquête du président Simon sont révélés au grand public. Dans ces écrits, le magistrat décédé en 1994 détaille avec minutie toutes ses investigations sur l'affaire et va dans le sens de la théorie actuelle des gendarmes. Dans les carnets du juge Simon, on découvre deux choses. À la fois qu'au niveau personnel, intime, il a été totalement habité par cette enquête et qu'il s'est senti investi d'une mission, il pensait être le magistrat qui allait résoudre l'affaire. D'autre part, il couche sur le papier ses convictions d'enquêteur sur l'innocence de Christine Villemain, sur la participation de Bernard Laroche, et aussi il parle du couple Marcel et Jacqueline Jacob, sans les incriminer, mais en indiquant que l'enquête pourrait s'intéresser à eux. Mais au cœur de ses écrits, on retrouve aussi l'instruction de son prédécesseur, le juge Lambert, qu'il charge sans retenue. Il a écrit une phrase en particulier extrêmement choquante, le juge Simon disant qu'il régnait dans l'esprit du juge Jean-Michel Lambert un grand désordre intellectuel. La publication de ces extraits, jusque-là tenus secrets, va malheureusement avoir des conséquences dramatiques. C'est vraiment terrible, infernal, et c'est une machine à broyer en fait, cette affaire. Et la mort de Grégory, la mort de Bernard Laroche, et là, le 11 juillet 2017, on apprend le suicide du juge Lambert. C'est un nouveau cataclysme dans cette affaire. La disparition du juge historique du dossier provoque la stupeur des Français.
Pour ses proches, c'est un drame absolu. Jean-Marc Lenestour, un ami de longue date, a accepté de revenir pour crime sur les conditions dans lesquelles l'ancien magistrat s'est donné la mort à son domicile du Mans. Il a bu le contenu important d'une bouteille de whisky. En fait, le rapport d'examen toxicologique démontre qu'il avait 2 grammes d'alcool pur par litre de sang. Et là, il s'est mis un sac en plastique sur la tête qu'il a noué avec un foulard. Voilà, il est parti comme ça. Le départ du juge Lambert, de façon aussi tragique, c'est pas rien, c'est une folie, quoi. C'est un truc. Ça donne à cette affaire-là une dimension encore plus surréaliste, encore plus irrationnelle, quoi. Avant de mettre fin à ses jours, Jean-Michel Lambert a rédigé 4 lettres testament. Dans l'une d'entre elles, adressée à un journaliste de presse écrite à Nancy, il revient sur les raisons de son suicide. Il explique pourquoi il a décidé de mettre fin à ses jours. Pour lui, c'est insoutenable de pouvoir continuer à vivre dans ces... On voit bien que c'est plus que quelqu'un de blessé, c'est quelqu'un qui est détruit. Le magistrat de 65 ans s'insurge contre la direction prise par l'enquête actuelle. Il dit: vous avez réouvert cette affaire sur la base de rien. Que Bernard Laroche n'a pas enlevé Grégory. Qu'on ne cherche manifestement pas dans la bonne direction et que tant qu'on s'entête à continuer en ce sens, on n'arrivera jamais à trouver la vérité dans cette affaire. Pourtant, les gendarmes de Dijon restent convaincus de la complicité de Bernard Laroche et des Jacob. D'autant que, selon les éléments d'enquête, Marcel avait pris ombrage de l'ascension de son neveu, Jean-Marie, et lui vouait depuis une rancœur délétère. Il l'aurait notamment insulté en employant des termes usités par le corbeau lui-même. Remettez-vous dans le contexte. On est au milieu des années 80. On n'est pas très loin de la lutte des classes dans la vallée de l'Avognon à cette époque-là. Jean-Marie Villemain est devenu contremaître. Mon client, il est délégué syndical ouvrier. Donc effectivement, délégué syndical ouvrier, contremaître, c'est pas ça, quoi. Mais contre toute attente, un nouveau coup de théâtre va venir tout faire basculer. En octobre 2017, 4 mois après les mises en examen des époux Jacob, leurs avocats déterrent un élément oublié du dossier. Selon eux, il serait la preuve de leur innocence. Les époux Jacob seront entendus 72 heures après les faits. Leur première audition a lieu 72 heures, mais comme tous les membres de la famille. Et à l'époque, Marcel Jacob expliquait qu'il était à une réunion syndicale et à son travail ce soir-là. Et il y a dans le dossier la mention « vérifiée auprès de l'employeur ». Donc pour eux, aujourd'hui, Anacrime, les soupçons sur l'emploi du temps, tout ça, ça ne tient pas. La défense est scandalisée. Pour elle, l'enquête a été bâclée. Les avocats dénoncent une instruction menée à charge contre tout un clan et qui, selon eux, ne repose sur aucune preuve tangible. On rouvre un dossier aussi sensible que celui-ci sur des hypothèses. C'est, moi je le dis, et je le dis depuis le 14 juin, c'est ça qui est criminel. On rouvre un dossier comme celui-ci sur la base de preuves matérielles, incontestables, scientifiques, pas sur des hypothèses. Mais les avocats des parents de Grégory assurent de leur côté que le travail des magistrats de Dijon a été fait avec minutie et que le dossier est bien plus complet que ce qui est avancé par la partie adverse. Nous sommes tout à fait confiants. Encore une fois, ça n'est pas parce que dans un dossier, il n'y a pas d'aveu ou parce que dans un dossier, il n'y a pas d'ADN que ce dossier est une coquille vide, loin s'en faut. Pour l'heure, les Jacob sont placés sous contrôle judiciaire et assignés à résidence dans 2 endroits différents. Le 20 novembre 2017, Jacqueline a pu regagner son domicile d'Aumonzé, mais reste mise en examen. Soit les époux Jacob vont bénéficier
d'un non-lieu, ils se disent innocents et ils prétendent bénéficier d'un alibi, soit ils seront traduits devant la cour d'assises, et à ce moment-là, la cour d'assises dira s'il y a matière, oui ou non, à les déclarer coupables. L'avocat de Muriel Boll, quant à lui, a demandé l'annulation de la mise en examen de sa cliente, faute de preuves suffisantes. En attendant, libérée depuis le 4 août 2017 et placée sous contrôle judiciaire, Muriel Boll est assignée à résidence dans un petit village de la Nièvre. Aujourd'hui, dans les Vosges et partout en France, le mystère plane toujours autour de la mort du petit Grégory. Plus de 33 ans après les faits, personne n'est en mesure d'assurer si l'affaire sera un jour résolue. Aujourd'hui, l'affaire Grégory, ce qui fait sa folie, mais également sa magie, c'est que l'énigme est intacte. Il n'y a pas d'équivalent. Dans l'histoire judiciaire française, il n'y a pas d'équivalent d'une affaire qui reste pendante. C'est un massacre, cette affaire. C'est un massacre. C'est un naufrage judiciaire. Durant 3 décennies d'errement judiciaire, les différentes accusations et les nombreux rebondissements sont venus briser des familles entières. Si je résiste, c'est pour mes gosses, mes enfants. J'ai que ça de bon, mes enfants. De toute façon, du train qu'on y va, je sais pas. Ils sont en train de nous briser complètement, en train de me broyer. De nous salir, de me salir comme ils me salissent. J'aurais bien d'avoir la vérité avant de mourir. Ça me dégoûte de vivre des histoires pareilles. Quant à Jean-Marie et Christine Villemain, les parents du petit garçon, ils vivent aujourd'hui en région parisienne. Le couple s'est reconstruit, loin de la vallée de la Vologne et de son climat pernicieux. Mais surtout, loin des caméras de télévision. Face à l'horreur, ils ont su rester unis et ont depuis eu 3 autres enfants. Mais Grégory restera à jamais gravé dans leur cœur. On n'oublie jamais le décès d'un enfant, la disparition d'un enfant. Les larmes se transforment en souvenirs, mais on n'oublie jamais. Et cette volonté de savoir ce qu'ont été les derniers moments de leur petit garçon, de savoir ce qui s'est passé, s'il a souffert, ils estiment qu'ils le doivent à Grégory. C'est un combat de vie, c'est leur quête de vie, c'est ce qu'ils veulent savoir. Et cette foi et cette espérance, ils l'ont chevillé au corps.